Heureux de vous retrouver, de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'International. Un numéro exceptionnel, vous le voyez, puisque je me trouve actuellement au centre de Bruxelles, place de la Bourse, un lieu qui symbolise l'émotion, le recueillement après les terribles attentats qu'a connu la capitale belge. Voici 5 jours maintenant. Faut-il rappeler le bilan, 31 morts, 300 blessés et donc une ville en état de choc. Nous sommes venus ici à Bruxelles pour tenter de comprendre pourquoi cette ville connaît aujourd'hui cette situation, pourquoi on peut avoir l'impression qu'au fond, tout est parti d'ici pour les attentats qui se sont déroulés l'année dernière en France ou bien pour ceux qui actuellement se sont déroulés donc ces derniers jours ici même à Bruxelles. Une édition que nous allons réaliser avec notre partenaire d'aujourd'hui, la télévision régionale de Bruxelles, BX1. Nous allons recevoir sur le plateau, tout près d'ici, à Molenbeek, à quelques rues d'ici, nous allons recevoir le maire, le bourgmestre de cette ville de Bruxelles, Yvan Meyer. Autant vous dire que nous avons beaucoup de questions à lui poser. Mais tout d'abord, retour sur ces quelques jours, sur cette chronologie dramatique, avec tout d'abord une arrestation très médiatique. Mardi 15 mars, 6 officiers de police, un appartement a priori inhabité. Une simple perquisition à Forêt qui se transforme en chasse à l'homme 4 mois après les attentats du 13 novembre. 12 jours plus tard, la traque continue. Entre-temps, il y a cette arrestation presque inespérée, celle de Salah Abdeslam. L'homme le plus recherché d'Europe se cachait à Molenbeek, à quelques centaines de mètres de chez lui. Il était prêt à recommencer quelque chose depuis Bruxelles. Et c'est peut-être la réalité. 3 jours plus tard, double attentat dans la capitale belge. Des kamikazes se font exploser à l'aéroport de Zaventem et dans le métro de Bruxelles. Ce que nous redoutions s'est réalisé. Des attentats aveugles, violents et lâches. La Belgique en plein deuil. Bruxelles pleure ses morts, de la place de la Bourse jusqu'à Molenbeek. Molenbeek, Schaerbeek, Forêt, Anderlecht, les communes du croissant pauvre de Bruxelles pointées du doigt comme base arrière du djihadisme en Europe. Leur bourgmestre accusé d'avoir joué la carte du communautarisme, d'avoir laissé l'islam de Belgique entre les mains des salafistes. Ce sont des voyous qui étaient délinquants, qui se sont radicalisés. On a laissé prospérer aussi. On ne les a pas laissés prospérer, évidemment, madame. On a toujours lutté. Des radicaux djihadistes, militants et prosélytes. Une situation connue de tous depuis plus de 20 ans, mais délibérément ignorée selon certains par complaisance, négligence ou angélisme. Peut-être par envie de bien faire, peut-être par sentiment que pour permettre une meilleure intégration, il faut laisser des communautés se développer. À Paris et à Bruxelles, la polémique enfle car les connexions entre les commandos sont évidentes. Mêmes attaques coordonnées, même mode opératoire, même type de cible. Toulouse, Artigat, Molenbeek, Verviers, les réseaux sont souvent les mêmes, les défaillances aussi. Des services de police qui communiquent mal. Une justice fédérale en manque d'effectifs, un dispositif légal dépassé, sans compter des contrôles aux frontières inopérants et une coopération européenne très discutable. Vendredi, les ministres belges de la Justice et de l'Intérieur ont dû s'expliquer devant une commission parlementaire. En France aussi, les dysfonctionnements sont légion. Seul point positif, unis dans la douleur, Paris et Bruxelles semblent désormais prêts à collaborer main dans la main. Voilà, je vous retrouve et je vous accueille sur le plateau de BX1, donc à Bruxelles, plus précisément dans la commune de Molenbeek, que l'on vient de voir évoquer dans ce rappel. Notre invité, merci d'avoir accepté d'être sur les antennes de RFI et de TV5 Monde, Yvan Meyer, bourgmestre, c'est-à-dire maire de cette ville. Nous allons, avec Sophie Malibaud, vous interroger. Peut-être une question. On entend le Premier ministre, Charles Michel, dire qu'il redoutait ces attentats. Est-ce que, pour le maire de cette ville, que vous êtes, vous aussi, vous étiez, au fond, dans cette préoccupation, dans cette inquiétude? Oui, absolument. Depuis l'attentat du musée juif en mai 2014, d'abord cet attentat-là était déjà attendu d'une certaine façon, pas nécessairement au musée juif, mais toucher Bruxelles, c'était quelque chose qui était attendu de nous. Et puis depuis, évidemment, nous redoutions une réplique. Charlie Hebdo, Paris au mois de novembre, et depuis Paris au mois de novembre,
très certainement, nous savions évidemment, étant donné les connexions franco-belges, qu'un attentat allait se produire à Bruxelles. Sophie Malibaud. Alors, il devait y avoir aujourd'hui le départ d'une marche blanche contre la peur. Vous avez pris la décision qu'elle ne devait pas se tenir. Qu'est-ce qui sous-tend cette décision précisément? La crainte pour la sécurité des personnes qui devaient participer? Oui, vous savez, il y a encore beaucoup de devoirs d'enquête qui sont en cours. Il y a encore des individus... En ce moment même, il y a des opérations de police dans Bruxelles, rappelons-le. Oui, absolument, donc, et pas seulement à Bruxelles. Oui. Donc, il y a des devoirs d'enquête, il y a des choses importantes qui sont en train de se dérouler, et nous devons mobiliser toute notre attention sur ces événements-là, et toutes nos forces aussi. Il y a beaucoup de forces de police qui sont mobilisées, et nous n'avons pas les moyens de faire à la fois ces enquêtes, d'être à la fois sur le terrain et à la fois protéger une manifestation qui n'est pas organisée par une structure syndicale, d'association ou de parti. Ce sont des individus, donc par définition, il n'y a pas de structure d'encadrement, etc. Donc le poids est évidemment beaucoup plus lourd pour les policiers. Donc on a conseillé de reporter la manifestation. Mais nous partageons évidemment l'émotion de tout le peuple belge et nous sommes évidemment convaincus que cette émotion doit s'exprimer. Et donc nous voulons aussi une manifestation... Elle s'exprime place de la Bourse jour et nuit. Elle s'exprime d'abord place de la Bourse et spontanément, et c'est très bien. Jour et nuit, nous sommes allés nous-mêmes nous recueillir là-bas, mais il faudra peut-être qu'à un moment donné, il y ait une manifestation qui soit mieux organisée. Est-ce que ça pose la question des capacités des forces de sécurité à faire face? Et est-ce que les secours sont épuisés par ce qui vient de se passer? Est-ce qu'il y a de la réserve encore derrière? Donc il y a deux choses différentes. Bien sûr, il y a un problème de capacité policière, ça c'est très clair et certainement... Vous le dénoncez depuis longtemps, vous. Que je dénonce depuis longtemps, donc je demande depuis longtemps des moyens supplémentaires. Effectivement, nos troupes s'épuisent à un moment donné, ça fait tout de même maintenant... plusieurs mois que l'ensemble des policiers bruxellois sont sur le qui-vive, travaillent vraiment avec des heures supplémentaires, etc., des conditions qui ne sont plus... Il manque des policiers. Les militaires sont venus soulager un peu la situation, parce qu'une série de postes fixes, par exemple, maintenant sont gardés par des militaires, ce qui permet d'avoir des policiers ailleurs sur le terrain. Par contre, je voudrais dire que les services de secours fonctionnent évidemment très très bien. Et ce qui s'est passé mardi, malheureusement, mais a montré que les services de secours étaient d'une efficacité franchement remarquable dans cette ville. Il y a quand même des choses qui fonctionnent très bien. Alors, je voudrais que l'on revienne sur les enquêtes qui se déroulent, puisque jour après jour, dans toute l'Europe et même peut-être dans le monde entier, on est étonné, parfois atterré par les ratés qu'il y a pu y avoir. L'un des individus, par exemple, l'un des terroristes, qui est aujourd'hui inculpé d'actes de terrorisme et qui est peut-être le troisième homme de l'aéroport, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, Faisal Chefou, que vous connaissez même très bien, puisque vous avez demandé depuis des mois son arrestation. Oui, c'est exact. À l'heure qu'il est, on ne peut pas affirmer qu'il est le troisième homme. Il est effectivement inculpé. Mais en tout cas, il est inculpé pour acte de terrorisme. Il est inculpé et il y a maintenant des vérifications pour valider cette inculpation, qui est déjà évidemment importante, parce qu'effectivement, il a été reconnu sur base du portrait robot. Effectivement, c'est quelqu'un de très radical, qui a effectivement, à l'occasion, vous savez, l'arrivée massive des réfugiés, a produit un camp devant l'Office des étrangers, qui est le lieu d'enregistrement des réfugiés. Et il faisait sur place du prosélytisme. Et il faisait plus que du prosélytisme. Je pense qu'il appelait vraiment à refuser l'aide des organisations non gouvernementales qui étaient sur place, le SAMU social, Médecins du Monde, la plateforme citoyenne, et il appelait les gens à résister contre ces mécréants, et au fond, il avait créé un groupe assez violent qui s'en prenait aux gens des ONG, et donc à plusieurs reprises, j'ai demandé qu'on agisse contre cet individu. Je n'ai malheureusement pas été suivi. Alors pourquoi? La justice, le gouvernement, pourquoi est-ce qu'un juge ne l'a pas arrêté? Vous avez pris des mesures pour l'interdire territorialement, pour demander également son placement dans un lieu fermé. Et pourquoi est-ce que le ministère de la Justice n'a pas fonctionné? C'est pas le ministère, donc il y a une séparation des pouvoirs comme en France, les juges, comme partout. Donc les juges n'ont pas, les magistrats n'ont pas voulu suivre nos demandes.
Donc moi, à ce moment-là, devant ce refus, j'ai pris un arrêté d'interdiction de lieu, ce qui est extrêmement rare, mais qui permet effectivement d'arrêter systématiquement une personne qui se présente à un endroit qui lui est interdit. Et nous avons procédé, je ne sais pas, à plusieurs arrestations de cet individu. Donc oui, c'est quelqu'un qui était connu de nous, qui est considéré comme dangereux. Qu'est-ce que vous opposez comme argument pour ce refus ? La loi, qui n'est pas sans doute adaptée dans ce cas. Et je pense qu'il y a des choses à revoir. Ça veut dire qu'en Belgique, à l'heure actuelle, on a le droit de recruter des djihadistes, ou alors il manquait une preuve qu'il était en train de faire du recrutement ? Voilà, c'est la différence entre l'agitateur et le recruteur. Et donc la frontière est évidemment ténue. Et je pense que le magistrat a considéré que la frontière n'était pas franchie et qu'on ne pouvait donc pas l'arrêter pour cette cause-là. Mais il y a eu un épisode politique cette semaine avec la démission ou la fausse démission de deux des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Vous auriez aimé que ça aille jusque-là ? Non, je trouve que c'est un épisode dont on aurait pu se passer, parce que je pense que la Belgique et le monde entier qui nous regarde a besoin de voir un gouvernement qui fonctionne, des autorités qui prennent leurs responsabilités. Et prendre ces responsabilités aujourd'hui, c'est soutenir les enquêteurs, c'est soutenir la police, c'est soutenir l'ensemble des forces de secours. Ce n'est certainement pas de démissionner, de se mettre sous une tente et considérer qu'on n'a plus rien à voir avec ce qui se passe. Il faut que chacun assume. Viendra le temps de l'analyse, de la critique et éventuellement de la remise en cause de l'action de telle ou telle autorité politique. Mais aujourd'hui, il faut agir et soutenir nos troupes. Est-ce que je veux revenir sur le cas de Faisal Chefou. Vous avez quand même réussi à le faire arrêter donc provisoirement, mais à chaque fois, ça dure combien de temps, le temps de l'arrestation ? Oui, c'est une arrestation. Ce sont des arrestations administratives, évidemment, qui permettent de contrôler l'individu, de le tenir à l'écart. C'est 24 heures ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous estimez qu'il faudrait serrer la vis un petit peu plus longtemps et garder les gens plus longtemps pour être en mesure de vérifier leurs activités et leur dangerosité ? Je vais vous répondre plus largement, parce que je pense qu'il faut sortir de ce cas individuel. Oui, il faut attendre que les preuves soient apportées de sa présence et de sa participation à l'attentat à l'aéroport. Mais vous savez, on a vu des manifestations à certains moments, et pas seulement en Belgique, en France aussi, dans d'autres pays, de soutien ou de révolte par rapport aux minutes de silence, des choses comme ça. Moi, j'ai donné instruction à la police, désormais, le moindre mouvement de sympathie exprimé publiquement et à l'égard de ce qui vient de se produire, il faut intervenir et il faut responsabiliser maintenant chacun. Et il y a eu un petit événement. On a arrêté, j'ai donné instruction d'arrêter les personnes, on a arrêté immédiatement 2 personnes et le parquet maintenant nous suit. Il n'y a plus rien eu dans le quartier depuis. Je veux donc dire que quand on rappelle la norme, c'était mineur, mais néanmoins, je trouvais qu'il fallait... Non-respect des minutes de silence ? Non, c'était plutôt une manifestation de joie après les attentats. Et donc, il faut maintenant rappeler la norme de notre... Tolérance zéro. Je ne parle pas comme ça. La norme, pour moi, c'est le respect de l'autre, c'est la démocratie, ce sont nos libertés et tout cela. Et tout cela doit être protégé, garanti, et il faut responsabiliser chacun. Ceux qui pensent qu'ils peuvent se réjouir, ils se réjouissent contre ces valeurs qui fondent notre société, et donc ces gens participent, je pense, de la propagande en faveur de ces mouvements radicaux, de ce terrorisme, et je pense que maintenant il faut prendre nos responsabilités et rappeler à ces gens que ce comportement n'est plus acceptable. Alors je le disais, nous sommes à Molenbeek, l'une des communes donc proche de Bruxelles. Lorsque vous voyez dans les journaux du monde entier, au fond, stigmatiser aussi votre ville, dire que c'est un peu le hub du terrorisme, comment est-ce que vous réagissez ? C'est difficile parce que c'est en partie exact.
puisqu'on voit maintenant l'enquête démontre qu'effectivement il y a eu beaucoup de connexions dans un quartier, que des gens ont protégé ou ont couvert des situations de terrorisme, de radicalisme fort. Et en même temps, Bruxelles, ce n'est pas ça. Bruxelles, c'est une ville monde, c'est une ville cosmopolite. Il y a ici 160 nationalités qui cohabitent, qui vivent ensemble. Et donc, on ne peut pas évidemment réduire Bruxelles à un quartier et à une bande de voyous, de criminels. Ce n'est évidemment pas tout Bruxelles. Et une bande de voyous et de criminels dont, par ailleurs, quand vous regardez leurs portraits, leurs identités, vous savez, la moitié d'entre eux sont français. Donc, je pense qu'il faut vraiment être prudent par rapport à une stigmatisation. Comment vous expliquez que ces Français viennent s'installer ici? Je pense que Bruxelles est un carrefour de l'Europe. Nous sommes à 1h20 de Paris en Thalys, nous sommes à 1h30 de Londres en Eurostar, nous sommes à 1 heure de Cologne en voiture. Mais tout de même, est-ce qu'ils ne se sentent pas plus à l'aise ici, moins oppressés peut-être par les services de renseignement? Ils se sentent plus libres de leurs actions, de leurs mouvements? En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont considéré les choses, et à juste titre, puisque effectivement ils ont réussi à se protéger et à produire à partir d'ici les attentats. Mais les attentats n'ont pas été produits qu'à partir d'ici. Ils ont été aussi produits à Saint-Denis, ils ont aussi été produits à Paris. Donc le problème est de réduire tout ce qui s'est passé à un quartier. Ça, je crois que c'est faux. Il faut reconnaître que ce quartier a été une base arrière du djihadisme, comme Saint-Denis, comme d'autres endroits en Allemagne. Vous en pouvez en parler au passé. Et Verviers. Voilà, etc., comme Verviers, voilà, en Allemagne, en Angleterre, on a connu les mouvements charia forts, etc. Quand vous entendez un ministre français parler de naïveté à propos de la réaction des Belges par rapport à ces djihadistes, qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce qu'il y a un degré de naïveté? Je trouve ou d'angélisme, excusez-moi, comme vous avez essayé de faire arrêter quelqu'un qui faisait du prosélytisme et vous voyez que ça n'aboutit pas parce qu'on estime que c'est pas encore assez... Moi, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas aussi des couacs dans les enquêtes françaises et il se fait qu'on les couvre et ça n'apparaît pas au grand jour comme en Belgique. On a plutôt ici une tendance à déballer les choses et à rendre les choses très vite sues par la presse, par les médias, etc. Ce n'est peut-être pas le cas en France. Quand un ministre français intervient, je lui recommande d'abord de s'occuper des banlieues françaises, du chômage en France. Enfin, je veux dire, ils ont beaucoup de travail aussi et je pense qu'ils doivent s'attacher à faire réussir un programme qui permette aux jeunes Français d'avoir de l'espoir. Qu'est-ce qui va changer à Bruxelles? Qu'est-ce qui ne sera plus jamais pareil? Je pense que, j'espère, je souhaite que on adopte désormais une politique sociale dans les quartiers en difficulté qui soit fondée sur une réelle volonté d'émancipation des gens et qui n'accumule pas des couches sociales les unes sur les autres, de difficultés les unes sur les autres. Ce qu'on peut appeler des ghettos. De fait, on a créé des ghettos sociaux. On a créé des ghettos sociaux. Oui. Ghetto. En tout cas, le terme de ghetto, le terme de ghetto, vous l'assumez. Voilà. Je pense qu'on a créé des ghettos sociaux. Je pense que c'est de la mauvaise politique sociale. Je n'ai jamais, moi, mené cette politique-là. Moi, je suis pour une politique de plus grande mixité sociale. Et j'ai mené d'ailleurs sur la ville de Bruxelles une politique de logement qui n'est pas du tout celle qu'on a menée, par exemple, à Molenbeek ou ailleurs. Et donc, oui, je pense qu'il faut de la mixité. Le vivre ensemble, c'est ça. C'est pas vivre chacun à côté des autres, c'est vivre chacun ensemble avec les autres. Et donc, il faut mélanger nos quartiers. Il faut mélanger, vous savez, quand dans un même immeuble, vous accumulez des gens qui sont au chômage et qui n'ont pas d'activité professionnelle, ben ça crée des difficultés. Il faut mélanger. Il faut que dans un même immeuble, il y ait des gens qui travaillent, des gens qui sont peut-être au chômage, des pensionnés, des jeunes. Une mixité sociale jusque dans les immeubles. C'est ça qui est nécessaire. Yvan Meyer, nous allons nous retrouver dans 2 minutes sur les antennes de RFI et de TV5 Monde, le temps de faire avec les rédactions à Paris le point de l'actualité. Et donc, on vous retrouve avec Sophie Malibaud avec encore beaucoup de questions.
Retour à International, nous recevons aujourd'hui Yvan Mayer, bourgmestre de cette ville de Bruxelles. Nous vous avons posé beaucoup de questions avec Sophie Malibaud. Nous allons poursuivre. Peut-être un point par rapport à cette actualité. Visiblement, l'État islamique, Daesh, serait en recul face à l'armée de Bachar, notamment dans la ville de Palmyre. C'est une bonne nouvelle, évidemment, ce recul des islamistes. Oui, et puis Palmyre est symbolique, évidemment. C'est le carrefour antique du Moyen-Orient, et donc c'est le berceau de notre culture aussi, à cet endroit-là, auquel ces gens s'en sont pris. Ils ont détruit des temples, enfin, c'est ahurissant. Assassiné le conservateur, oui. Est-ce que cela vous inquiète, le fait, ces analyses qui expliquent que plus l'État islamique est sous pression en Syrie et en Irak, plus les combattants étrangers, belges, français et autres nationalités qui étaient sur ce terrain sont en train de refluer ou vont avoir tendance à refluer vers nos pays? À un moment donné, on gagnera la guerre là-bas. Je ne sais pas qui, mais la guerre triomphera évidemment de ces fanatiques. Et donc, effectivement, un certain nombre d'entre eux seront morts, mais d'autres tenteront de revenir en Europe et voudront se réinstaller ici. Les conditions du retour de ces individus, pour moi, ne sont pas réglées. Depuis l'attentat au musée juif, c'est un retourni français qui vient tuer 4 juifs au musée. Enfin, il pense que ce sont les Juifs. C'est un acte antisémite, évidemment, puisqu'il pense qu'il va tuer des Juifs dans un musée juif. Les gens qui vont au musée, évidemment, n'ont pas nécessairement la religion du musée qu'ils visitent, mais soit. Et donc, depuis ce moment-là, je dis, mais il faut poser des conditions au retour de ces gens ici. Et ces conditions doivent être fixées par nous. Et vous êtes entendu ? Non, je n'ai pas été entendu pendant longtemps. Maintenant, j'entends qu'on dit il y aura la prison systématique pour tous ceux qui reviennent. Bon, peut-être c'est une voie. Je pense qu'il faut durcir notre attitude par rapport à ces gens qui reviennent d'une zone de guerre dans laquelle ils ont commis des actes de barbarie. Et donc, je veux dire, on ne peut pas revenir impunément de ces zones-là. Au jour d'aujourd'hui, que savez-vous du nombre précis de gens de Bruxelles, de djihadistes partis sur place au combat? Donc nous avons des listes et on parle en dizaines d'individus. Alors, l'Europe fait actuellement face à une autre situation de crise, celle des réfugiés ou des migrants. Il ne s'agit évidemment pas pour nous de faire un parallèle entre ces deux dossiers. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir en Europe, et peut-être ici chez vous, un retournement, un refus aujourd'hui d'accueillir ces populations ou en danger, ou en tout cas qui cherchent à fuir les pays? Mais c'est la réaction de l'Europe. Vous avez vu que l'Europe a même conclu un accord avec la Turquie pour élaborer un vrai mur pour interdire l'accès des réfugiés qui, avec le printemps et le réchauffement des eaux de la Méditerranée, vont probablement tenter encore d'affluer vers l'Europe. Voilà, il y a une réelle volonté d'arrêter l'arrivée des réfugiés. Est-ce que c'est l'attitude que l'Europe devait adopter? Je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas une attitude qui correspond d'ailleurs à nos valeurs européennes. Je ne pense pas qu'on doit instaurer la Turquie comme policier en chef de l'Europe. Et je trouve qu'il faut avoir une autre attitude. Mais peut-être n'a-t-on pas eu la bonne attitude non plus il y a un an en laissant les portes ouvertes de cette façon-là. Il fallait peut-être au contraire aller chercher les gens. Et conditionner évidemment l'accueil de ces personnes ici. Alors, quand on regarde également les suites de ces attentats qui sont produits dans votre ville, à Bruxelles qui est aussi la capitale de l'Europe, il y a une réponse européenne à mettre en place. On sait par exemple que la personnalité qui est en charge de réfléchir à ce terrorisme a 2 ou 3 collaborateurs. Il n'y a pas de réponse européenne à cela en tout cas. Non, et je pense qu'il faudrait une réponse européenne, d'abord parce qu'on voit bien que les connexions sont européennes. On poursuit des gens en Allemagne, on poursuit des gens en France, en Belgique. En Italie, on a arrêté quelqu'un en Italie. Donc vous voyez bien que la sphère est internationale, elle est européenne. Et donc oui, je pense qu'il faut plus d'intégration et plus de collaboration entre les services européens. Ça c'est fondamental, c'est nécessaire évidemment. Et je pense que l'Europe doit travailler à cette question. Et la remise en cause de la libre circulation dite Schengen? Non, ça je pense que c'est une erreur. Et je pense qu'il ne faut pas que nous soyons
victimes une seconde fois, une troisième fois de ce terrorisme. Nous avons développé un modèle européen fondé, certes, sur la finance et sur l'argent et sur les budgets, mais on a eu, heureusement, aussi quelques fondations qui intéressent les citoyens. Et c'est à celle-là qu'on touche en premier lieu dès lors qu'il y a tous ces problèmes. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Il faut au contraire développer cette Europe citoyenne plus encore face à seulement l'Europe de l'argent, quoi. Quand vous voyez les frontières qui repoussent ici ou là, il y a des contrôles à nouveau entre la France et la Belgique. C'est un vent mauvais, c'est une... Oui, je trouve. Je ne pense pas que ce soit le bon choix. Et moi, je pense qu'il faut au contraire qu'il y ait plus de contrôle et plus de travail intégré entre les services de renseignement, entre les services de police. Mais il ne faut pas bloquer toutes les populations, tous les citoyens européens. Ça, je pense que ce n'est pas un bon choix politique. Quand on voit les hommes qui ont été impliqués dans les attentats, aussi bien en France qu'en Belgique, ils ont tous un rapport au banditisme, au trafic d'armes, même... Hamidi Koulibaly, qui est donc celui qui est l'agresseur de l'hypercacher, s'était fourni en armes en Belgique. Donc il y a quelque chose à faire aussi contre le trafic d'armes, la circulation des armes à travers la Belgique. Il y a un lien clair entre la criminalité, la grande criminalité, le banditisme et le terrorisme, du point de vue du financement, trafic de drogue, de la fourniture en armes, etc. Oui, il y a un lien évident. Oui. Que faut-il faire justement? Ça fait des années que ça dure, la circulation des armes à travers cette frontière en venant du nord de l'Europe. Oui, en venant de l'Est de l'Europe. Oui. Donc ça a commencé avec l'effondrement du mur de Berlin et l'ouverture de l'Europe de l'Est, oui, effectivement. Et ces armes ont beaucoup circulé en Europe, y compris en France, en Belgique. Et il faut effectivement maintenant avoir une réaction qui élargit le spectre de la recherche des radicaux. Il faut aller aussi, évidemment, du côté du grand banditisme. Mais est-ce que c'est une question qui est minimisée par le gouvernement belge? Non, je ne pense pas. Je pense que la connexion ne s'est pas faite immédiatement. Maintenant, elle est évidente pour tout le monde, mais elle ne s'est probablement au début des enquêtes pas faite immédiatement. Yvan Meyer, on dit parfois que l'une des fragilités de la Belgique, c'est son organisation institutionnelle. 8 gouvernements, un millefeuille administratif. Est-ce qu'il faut revoir, est-ce qu'il faut simplifier pour vous cette organisation politique ? Il y a certainement des choses à améliorer, mais en même temps, le fédéralisme est un système intéressant tant il permet de rapprocher les politiques des besoins concrets des citoyens. Donc je pense qu'il ne faut pas toucher au fédéralisme en tant qu'idée, c'est rapprocher le pouvoir du peuple. Et donc, moi, je pense que c'est une démarche dans laquelle, en tout cas, moi, je m'inscris politiquement. Maintenant, ça ne peut pas instaurer de nouvelles barrières entre les niveaux de pouvoir. Or, c'est un peu ça qui s'est produit. Et ça, il faut évidemment évacuer les barrières. Donc, il faut plus de fluidité, il faut travailler mieux ensemble. Le fédéralisme, c'est bien, mais ça n'interdit pas de travailler ensemble. Or, ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'on a plutôt cloisonné. Et ça, c'est évidemment très mauvais. Est-ce qu'il va falloir Sophie Malibaud, RFI. Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait une enquête sur l'enquête pour déterminer les responsabilités quant aux manquements en amont des attentats? Oui, de toute façon, c'est un peu une pratique courante dans le Parlement belge que d'avoir des enquêtes sur les dysfonctionnements de telle ou telle affaire, quel que soit le domaine. Donc il y en a évidemment une ici aussi. Ce qu'il faut surtout, c'est tirer des conclusions et que les conclusions soient suivies des faits. C'est souvent ça qui pose problème. C'est qu'on a de magnifiques commissions d'enquête, il y a de belles conclusions, et ces conclusions ne sont pas souvent traduites en loi, en procédures nouvelles, en moyens complémentaires. Vous savez, dans ce pays, et comme partout en Europe, je voudrais tout de même dire que notre plus grande difficulté, ce sont les régimes d'austérité dans lesquels on nous met. Parce que la question des moyens policiers que vous me posiez tout à l'heure, ou des moyens pour la justice, etc., ben c'est une vraie question budgétaire. C'est la question du choix de l'austérité. Quand vous faites en sorte qu'un État n'a plus les moyens budgétaire, financier de fonctionner, ben, il ne faut pas se plaindre ensuite qu'on n'ait pas assez de policiers, qu'on n'ait pas assez d'enquêteurs. Vous en accusez qui? Vous en accusez Bruxelles ou le gouvernement belge? Oui, c'est une idéologie dominante pour l'instant en Europe. Je rappelle que vous êtes socialiste, que le gouvernement de Charles Michel est de droite, de centre-droit.
Oui, en effet. Donc, et je pense que c'est une dominante en Europe et que cette dominante va nous conduire dans le mur. Et donc, il faut sortir de cette logique d'austérité. Il faut nous donner des moyens pour ce dont on parle ici, les moyens de sécurité, mais aussi en matière d'intégration. Il nous faut des moyens pour plus de logements. Il nous faut des moyens pour que dans les écoles, on puisse mener une autre politique, avoir plus d'enseignants. Et la pédagogie est fondamentale par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Le premier acte que nous avons posé au lendemain de l'attentat au musée juif, nous, ville de Bruxelles, c'était d'aller dans nos écoles et de faire une adresse philosophique aux jeunes dans nos écoles pour qu'il y ait un débat. Mais ensuite, il faut des professeurs pour faire ça. Il faut pouvoir avoir des philosophes qui viennent parler aux étudiants, etc. La maire de Paris me disait, Anne Hidalgo me disait cette semaine, elle est venue à Bruxelles, elle me dit, il faut s'occuper aussi des petits. Pas seulement les adolescents, les petits, ils entendent tous ces bruits, ils voient ces images malgré eux, malgré la volonté des parents d'essayer de les protéger. Il faut les accompagner, mais nous n'avons pas assez de gens pour les accompagner. C'est ça, les politiques d'austérité, qui conduisent effectivement à ce que nous ayons de plus en plus de difficultés avec des États qui ne sont plus à la hauteur. Alors on va faire beaucoup de commissions d'enquête, mais il faudrait dégager des moyens pour qu'on puisse être à la hauteur des enjeux. Il y a des moments de crispation lorsque tout s'arrête dans la ville, que Bruxelles suspend son souffle parce qu'il y a des perquisitions. Vous estimez que c'est le bon réflexe ? Vous voyez à qui on a affaire. Ce sont des gens qui sont déterminés, illuminés. Ils sont prêts à sacrifier leur propre vie pour tuer le plus de gens possible. Mais certains ont grandi ici, monsieur le bourgmestre. Ils ont grandi ici. Ça, c'est pour moi la question la plus fondamentale. Comment notre société a produit ces individus-là ? Et ça, je pense que il faudra plus qu'une commission d'enquête pour y répondre. Mais ça, c'est la question fondamentale. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? L'école, le repli sur soi, le communautarisme ? Sans doute tout ça. Et il faudra analyser les choses, effectivement. Nous sommes dans une société ouverte. Où le respect est fondamental, où la valeur de l'autre est équivalente à sa propre valeur. Nous sommes pour l'égalité des genres, les égalités, etc. Toutes ces valeurs-là, de liberté, d'égalité, sont rejetées par un certain nombre d'individus qui n'en veulent pas. Oui. Ils n'en veulent pas. Ils sont contre ces valeurs-là. Alors il faut défendre nos valeurs, continuer à les affirmer, mais quand même s'interroger sur le rejet que nos valeurs, qui sont des valeurs de générosité, de fraternité aussi, produisent auprès de ces gens-là. Concernant le débat sur la laïcité et le dialogue avec l'islam, est-ce que vous, en tant que bourgmestre, vous avez un interlocuteur ? C'est la question qui se pose en France, où on parle beaucoup du problème de la représentativité des instances. C'est le même problème ici, donc nous n'avons effectivement pas d'interlocuteur. Enfin, moi, je n'ai pas un interlocuteur musulman auquel je peux m'adresser et qui est représentatif de la fonction religieuse de la communauté musulmane. Alors je voudrais aussi dire que tous ceux qui vivent à Bruxelles, qui sont d'une origine parfois la 3e génération maghrébine, ne sont pas nécessairement musulmans, ne sont pas nécessairement pratiquants, ne sont pas nécessairement religieux. Donc il faut aussi se garder d'avoir comme seul interlocuteur de toute la diversité qui est la nôtre, un représentant religieux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut dialoguer, bien sûr, avec les religions et avec les représentants religieux quand on en a, mais ils ne peuvent pas être les seuls porte-parole de la réalité de notre société. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de conforter ceux qui sont dans les mosquées dites reconnues par rapport à ceux qui sont dans les mosquées clandestines qui prêchent le djihad ? Est-ce qu'il n'y a pas à structurer tout de même Ou bien c'est une mosquée reconnue qui plaide aussi parfois pour beaucoup de radicalité. Donc la grande mosquée de Bruxelles a été montrée du doigt par les autorités belges. Donc je pense qu'il y a effectivement un travail qui doit être fait par rapport à ça. Nous avons besoin de développer un islam européen. D'abord parce que l'Europe a dans son histoire l'islam. Qu'elle a rejeté parfois en Espagne ou dans les Balkans, mais l'islam fait partie de l'histoire européenne. Et donc il faut maintenant développer un islam de ceux qui vivent ici et qui
respectent nos valeurs et qui respectent les valeurs de démocratie fondamentales. Ça pose problème d'avoir un islam financé par l'Arabie Saoudite ou des puissances étrangères. Ça pose un double problème. Vous vous rendez compte que nous avons depuis 20 ans ici des wahhabistes et des salafistes qui sont une religion importée par rapport aux populations maghrébines qui sont installées chez nous ou turques qui sont installées chez nous depuis 40 ans ou 50 ans maintenant. Donc c'est effectivement un double problème. Et c'est ceux qui ont les meilleurs financements. Évidemment. Lorsque l'on dit que la Belgique a au fond acheté un peu sa paix sociale en acceptant, en tolérant ce communautarisme. Non, je ne suis pas d'accord. Peut-être que certains politiques ont fait ce choix-là, mais moi, je n'ai jamais fait le choix du communautarisme. Je rejette ce modèle-là. Moi, je suis pour un modèle de mixité. Je veux le répéter et affirmer cela. Le vivre ensemble, c'est la mixité. Ce n'est pas le communautarisme. Le communautarisme produit des effets néfastes pour notre société et je pense que c'est évidemment ce qu'il faut rejeter. Mais monsieur le bourgmestre, on vous entend bien tenir ces propos, mais il se trouve que dans certaines communes, de celles où nous nous trouvons, c'est le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire des réseaux de solidarité et au fond, un communautarisme rampant, caché. Donc, vous êtes vous-même très impliqué dans la vie politique depuis une vingtaine d'années. Quand vous voyez ça, vous dites c'est aussi un échec pour nous, pour moi ? Je veux bien endosser avec la collectivité l'échec, mais moi je n'ai jamais partagé cette politique-là. J'ai mené une autre politique, donc je ne veux. Oui, d'accord, mais donc je ne veux pas être responsable des actes politiques posés par d'autres. Et donc oui, voilà, je pense qu'ils ont fait de mauvais choix. Peut-être naïvement, peut-être par une volonté, peut-être pas d'acheter une paix sociale, mais de soutenir des gens qui étaient en extrême difficulté et qu'au fond, c'est ça qu'il fallait faire pour aider les gens qui étaient dans le besoin immédiat. Bon, je pense qu'il y avait probablement de la bonne foi dans cette démarche-là. Je dis que sur le plan social, ce n'était pas la bonne voie. Ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Il y a un dilemme en démocratie, c'est que le droit à la liberté individuelle est une valeur très défendue, etc. Jusqu'où faut-il aller dans la sécurisation de la société, dans la surveillance, dans les dispositifs? Est-ce qu'il faut renoncer à certaines libertés? Non, pour moi... tout doit aller dans le sens de la garantie, de la protection de nos libertés. En fait, c'est ça la question. Il ne faut pas opposer sécurité et liberté. Il faut que les mesures de sécurité que l'on prend servent notre expression de liberté absolue. Donc c'est comme ça qu'il faut penser la chose. Mais quand vous voyez que le Parlement européen a du mal à passer à ce fichier, à cet échange de données aériennes pour les passagers aériens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça, c'est pas une erreur? Je pense que c'est pas... Là, je pense que que ça va du coup brimer nos libertés parce que on va donc restreindre nos capacités de mouvement si on ne prend pas une telle mesure. Donc je pense qu'on va au contraire faire mieux que bien. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on puisse effectivement enregistrer les personnes qui prennent un avion, un train. Je ne vois pas quelle est la difficulté, quoi. Si cela permet de continuer à prendre le train et les avions, parce que c'est ça, évidemment, qui doit pouvoir nous être garanti. Il faut que la sécurité, ce ne sont pas des concessions, il faut envisager. Il faut faire un peu un aggiornamento intellectuel. Il faut que nos procédures de sécurité servent nos libertés. En fait, c'est ça qu'il faut faire. On présente parfois, je le disais tout à l'heure, la Belgique comme étant divisée. Est-ce que dans cette communion, aujourd'hui, après les attentats, dans le recueillement que l'on peut voir à Place de la Bourse, vous retrouvez quelque chose qui peut être peut-être un signe, un message d'espoir? Ah oui, vraiment. Je trouve que l'émotion... des citoyens, la population qui est venue et qui vient encore spontanément dans toutes les langues. Et je trouve que c'est ça. Ma ville, c'est ça. La Belgique, c'est ça. C'est un endroit de chaleur, d'accueil, de respect de l'autre. Et le vrai Bruxelles, c'est celui-là, bien sûr. Il y a un slogan que l'on voit Place de la Bourse, « La vie est belge ». Oui, voilà. Et ça, c'est typiquement l'humour de notre pays. Nous sommes le pays du surréalisme. Ouais. Et voilà, c'est évidemment ça qu'il faut mettre en avant. Bruxelles est une ville belle à vivre et j'invite évidemment chacun à venir. Vous savez, après les attentats de New York, beaucoup d'entre nous nous sentions new-yorkais, nous avons été à New York. Après les attentats de Paris, beaucoup d'entre nous avons été à Paris. J'invite vraiment tout le monde à revenir à Bruxelles. Il faut
soutenir ce qu'est cette ville, capitale effectivement de l'Europe, qui est une ville-monde, qui est ouverte, qui est tolérante et dans laquelle chacun a sa place, dans le respect évidemment de chaque individu. Est-ce que votre ville est impactée économiquement par ce qui s'est passé? On a vu après Paris qu'il y avait un impact très fort. C'est clair, hein, l'impact économique est très important. Parce que nous sommes aussi une ville qui vit beaucoup de l'international. Nous sommes un petit pays et donc, oui, en effet, nous subissons l'impact. Alors, monsieur le bourgmestre, je voudrais vous proposer d'accueillir l'une des journalistes présentatrices de la rédaction de Bruxelles Télé ou BX1, comme on dit, et qui va nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Valérie Leclerc, voilà, qui entre. Valérie, asseyez-vous. Nous avions envie de vous inviter sur... Vous connaissez, hein, oui, bien Valérie sûr. vous a souvent interviewé. Donc, je le disais, vous présentez un certain nombre d'émissions, les journaux. La particularité, nous sommes aujourd'hui à Molenbeek, vous voyez, j'apprends également à le prononcer de façon correcte. Quand on fait de la télévision, puisque le siège de la télévision est ici, qu'est-ce que ça change? Est-ce que l'on peut travailler de la même façon, sachant que les arrestations ont eu lieu à quelques rues d'ici? Oui, on travaille tout à fait normalement, hein. Ça, je voudrais être très clair par rapport à ça. On ne vient pas travailler la boule au ventre. Vous avez peut-être vu ici le quartier dans lequel on se trouve, qui est calme, qui est familial plutôt. Donc, c'est-à-dire, on parlait de Bruxelles qui est multiple. Molenbeek est aussi une commune multiple, une très grande commune. Et effectivement, nous, on vient travailler tout à fait normalement. Il n'y a pas de crainte par rapport au fait d'être sur ce territoire. On peut tout faire, travailler normalement. Quand on est si près, j'allais dire, de l'œil du cyclone, on peut filmer, les gens acceptent tout cela. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, oui, comme nos autres confrères, bien évidemment. Par contre, c'est vrai qu'aller dans les quartiers, c'est parfois un petit peu difficile. Les caméras ne sont pas toujours les bienvenues. Il y a une partie de la population qui s'est sentie stigmatisée, visée. Et donc, c'est vrai que ça, c'est pas toujours évident. Mais par exemple, moi, je suis allée à Molenbeek lors d'une perquisition. On sentait la tension. Il y avait énormément de médias, plein de médias internationaux. Et on voyait ces gens, ces enfants, parfois ces familles, un peu baisser les yeux, un peu honteux d'être là, c'est chez nous, c'est dans notre rue que ça s'est passé, mais eux, ils ont une vie normale, là. Il y a même une forme d'incrédulité, cette fameuse théorie du complot qui circule. Quelquefois, les gens ne veulent pas y croire et ils se demandent, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que vous êtes accueillis quelquefois avec des gens qui ne croient pas, en fait Non, ça jamais. C'est-à-dire que les personnes, en général, que l'on peut croiser sur ces lieux de perquisition, là où ça se passe, hein, au moment où ça se passe, sont en général, dénoncent ce qui se passe, sont très étonnés que ça puisse se passer parfois à côté de chez eux, parfois que cela concerne des voisins, des enfants qu'ils ont vus grandir, qui étaient dans la même école que leurs enfants. Donc, de l'étonnement, oui. Peut-être une forme, évidemment, de dénonciation, mais pas de théorie du complot. Ça, je ne l'ai pas, moi, ressenti ici. Car même dans cette ville, on s'est promené tout à l'heure, à Molenbeek, il y a une mixité architecturale, sociale, et ce n'est pas peut-être l'erreur que les journalistes nous-mêmes nous avons fait sans connaître, un lieu d'exclusion, de reclusion, repli sur soi. Non, c'est vrai peut-être dans un quartier ou l'autre, mais ce n'est pas vrai pour l'ensemble de la commune ou de la ville, bien entendu. Donc c'est ça le problème de l'approche réductrice qu'on a parfois. La réalité est beaucoup plus mixte, comme on le dit. Valérie, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ces prochaines heures? Vous continuez à suivre l'émotion dans cette ville. La marche blanche donc est différée, elle est annulée aujourd'hui. Quel est le travail d'une rédaction telle que la vôtre, qui est vraiment à nouveau la télé Bruxelles? C'est-à-dire que nous, pour l'instant, on suit évidemment les derniers rebondissements et les derniers éléments qui nous parviennent par rapport à l'enquête. C'est vrai qu'on avait prévu initialement une émission spéciale cet après-midi. La décision a été prise... Et RFI aussi. Voilà. La décision a été prise d'annuler ce rassemblement, cette marche, pour raison de sécurité. On le comprend bien évidemment. On va continuer à suivre ce qui s'y passe. Il y a quand même des gens qui se rassemblent à la Bourse et qui se rassembleront manifestement ce soir. Donc nous, on a un journal qui est un petit peu plus conséquent ce soir. On continue évidemment à suivre aussi l'enquête, comme je vous le disais. Merci Valérie Leclerc, merci à votre chaîne BX1 de nous avoir accueillis pour ce partenariat. Monsieur le bourgmestre, je sais que vous êtes très sollicité par les journalistes du monde entier. Merci d'avoir répondu à l'invitation de RFI et de TV5 Monde, émission réalisée en liaison avec le quotidien français Le Monde. Et nous suivrons naturellement les suites de ce qui se passe dans votre pays en retenant ce slogan que, effectivement, la vie est belge. Et avec cet humour, avec cette mobilisation, cette émotion, eh bien, nous faisons encore avec vous. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. On se retrouvera à Paris la semaine prochaine pour une autre émission.